Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de la trade deadline qui s'est achevée le 5 février et on va noter les plus gros trades de cette deadline. Donc je ne vais pas parler de Trae Young parce que j'ai déjà fait une vidéo dédiée au moment où le trade est arrivé parce qu'il est arrivé bien plus tôt que tous les autres trades qui sont à peu près déroulés dans les 3 derniers jours de la deadline. Mais je vais quand même parler des Wizards avec le premier trade qu'on voit dans cette vidéo qui est celui de Anthony Davis à Washington. Déjà, le trade, c'était une énorme surprise en lui-même parce que même si on s'attendait à ce qu'Anthony Davis puisse être tradé, on avait absolument, enfin, personne se faisait à l'idée qu'il allait rejoindre les Wizards. Il y avait beaucoup de rumeurs aux côtés des Hawks, notamment. Il y avait même des équipes à l'Ouest qui étaient apparemment intéressées. Mais pour les Wizards, c'est vraiment très surprenant. Donc, je vais noter ce trade d'abord pour Washington. Je vais mettre un 9 sur 10. La première chose, c'est qu'il ne récupère pas seulement Anthony Davis, il récupère également Jaden Hardy, D'Angelo Russell, même s'ils vont le cut, et Dante Exum, ce qui renforce conséquemment l'effectif. Tous ces joueurs peuvent apporter de l'expérience dans le roster qui est très jeune. Le pari Anthony Davis, il est très risqué parce que, comme j'ai dit dans la vidéo sur les 5 trades que je voudrais voir à l'Est où j'envoyais Davis aux Hawks, c'est un joueur qui est très fragile et qui a un très gros contrat sur les 3 prochaines années. Mais ça va sûrement faire comme Trae Young. Les deux vont peu jouer de la fin de saison pour un rétablissement complet la saison prochaine et pour que les Wizards ils continuent d'être proches d'un haut choix de draft. Donc en fait, ce trade et le trade de Trae Young, ils n'empêchent pas du tout les Wizards de se rapprocher d'un pick du top 5, voire du top 3. En plan de Trae Young, le team-up avec Anthony Davis, il est très intéressant parce que AD sera le meilleur big man que Trae Young n'ait jamais eu dans sa carrière. Et on sait que Trae Young, en termes de passe au lob, de pick and roll, etc., c'est un monstre. Donc avec Anthony Davis, ça peut être assez magique finalement. Et aussi le front de courte, Alexa Anthony Davis sera réellement un des meilleurs duos d'intérieur NBA selon moi parce que en termes de stretching, en termes de tout ce qu'ils sont capables de faire, balle en main, off-ball, etc. Et même défensivement, c'est absolument monstrueux. Et donc, comme j'évoquais dans la vidéo sur Trae Young, l'ossature défensive des Wizards avait très solide autour de lui pour performer, parce qu'on sait que c'est nécessaire pour un joueur comme lui, ça pourra un peu masquer ses lacunes avec Koulibaly, Sarr et maintenant Anthony Davis notamment. Et en plus, pourquoi ce trade est un excellent trade pour les Wizards, c'est qu'ils y ont quasiment rien laissé en fait. Ils ont laissé le contrat de Middleton, qui a un gros contrat, un joueur sur le déclin, même si ça reste un joueur quand même assez intéressant. Ils ont laissé A.J. Johnson, qui est prometteur, mais qui joue peu et qui est irrégulier, avec des stats au tir qui sont assez effrayantes. Et ils ont aussi laissé Marvin Bagley et Malachi Branham, qui avaient un apport intéressant, un peu plus minime pour Malachi Branham, mais qui sont très largement remplacés. Plus, ils ont lâché que 2 pics du premier tour, qui sont pas des pics de dingue, parce que dans ces 2 pics du premier tour, il y a le pic d'OKC de cette saison qui sera sûrement le 30e. En parlant du coup de ce que les Wizards ont laissé, on va voir maintenant de l'autre côté et les Mavericks, de leur côté du trade. Pour moi, pour les Mavericks, c'est un 3 sur 10. Déjà, la première chose, c'est qu'ils reçoivent aucune garantie fiable, à part un joueur qui va sur ses 35 ans en Middleton et qui n'est plus du tout le two-way player qu'il était à une époque. Ils reçoivent 2 premiers tours de draft, comme j'en évoquais, celui d'OKC, qui sera certainement le dernier du premier tour, plus un pick intéressant de Golden State en 2030, qui sera sûrement par contre une phase de rebuild complet pour la franchise après Stephen Curry. Donc celui-là, il peut être intéressant, mais ça reste que un pick au final. Donc le retour il reste très mitigé et quand on fait le bilan du trade de Doncic, c'est assez effrayant pour les fans de Dallas. Et bah le front office a fait vraiment un an assez horrible finalement. Le deuxième trade de cette vidéo, ça va être Porzingis aux Warriors. Alors je vais noter ce trade d'abord pour Golden State 5 sur 10. Je m'explique également, si je parle simplement du trade en lui-même, c'est sans doute pour moi le pire de cette vidéo, parce que Porzingis, pour moi, déjà, il offre aucune garantie de temps de jeu aux Warriors, il est très souvent indisponible, et donc on pourrait croire que ce trade, c'est un peu une équipe qui a fait un panic trade dès lors qu'ils ont réalisé qu'ils pourraient pas obtenir Giannis, qui était leur grand objectif affiché de l'off-season. Et donc je pense que ce trade ne va rien changer à leur saison qui est terminée depuis la blessure de Butler qui s'est fait les croisés, et ça va juste réduire leur rotation pour finir à la fin de la saison régulière, parce qu'ils ont quand même laissé 2 joueurs majeurs de la rotation. Mais il y a plusieurs insights NBA qui confirment que LeBron James ne re-signera pas aux Lakers l'été prochain et Golden State a le projet de rassembler Steph et LeBron pour une dernière chance au titre. Le contrat expirant de Porzingis cet été avec 30 millions de libres parce qu'ils vont certainement pas le re-signer. Ça va créer du cap space pour signer LeBron, mais aussi pour récupérer potentiellement Giannis, parce que le fait qu'il soit resté, selon moi, ce n'est qu'une échéance repoussée. Il va très certainement partir en off-season et les Warriors seront des candidats sérieux pour l'accueillir, parce qu'ils seraient prêts à tout apparemment pour offrir une dernière chance au titre à Stephen Curry, qui est le plus grand joueur de leur franchise. C'est pour cela que je note ce trade aussi haut, mais comme j'ai dit, si rien ne se passe cette off-season, ce sera un des pires trades de la deadline et ce sera autour des 2 sur 10. Du côté d'Atlanta, pour moi, c'est un 7 sur 10. Il récupère un très bon shooter en Buddy Hield et un joueur en Kuminga qui a un scoring fiable à l'intérieur et qui a un défenseur très solide avec beaucoup de potentiel des 2 côtés du terrain. En plus de ça, Kuminga, il avait besoin de changer de franchise parce que Golden State Warriors ne jouait plus. C'est encore un très jeune joueur, il a que 22 ans, donc ça va être à suivre pour Atlanta. Donc il renforce leur effectif au poste d'arrière et à l'intérieur, ce qui est important avec le départ de Luke Kennard et de Porzingis, et il se sépare du contrat du pivot, qui est un joueur trop souvent blessé, trop souvent indisponible, donc pour moi c'est que du bénéfice pour eux, c'est pour ça que je note ce trade aussi bien. Maintenant, on va voir le troisième trade, c'est Zubac aux Pacers, donc ça c'est un trade pareil, comme Anthony Davis, je m'y attendais pas du tout, et comme pour les Warriors, pour moi la note de ce trade dépendra de l'off-season 2026 des Pacers, mais je mets 7 sur 10 quand même.
Parce qu'en fait, ils récupèrent un des meilleurs pivots NBA, qui est un excellent défenseur, un excellent rebondeur et qui est très efficace au tir. C'est également un joueur capable de participer à un système offensif dynamique, comme celui d'Indiana, un joueur qui est mobile, un joueur qui sait bien poser des écrans, qui sait bien jouer sans le ballon. C'est un joueur très intéressant au poste de pivot. Et avec le retour d'Haliburton saison prochaine et un pic qui s'annonce très haut, les Pacers sont clairement positionnés pour retourner en finale NBA en 2027. Mais c'est justement par rapport à ce pic de draft que la note que j'ai évoquée au début peut varier. Parce qu'en fait, c'est là qu'on en vient à la note des Clippers dans ce trade qui est pour moi 9 sur 10. Ils perdent Zubac, qui sera certainement préjudiciable à court terme, mais ils récupèrent un joueur prometteur en Bénédicte Mathurin, qui a 23 ans, qui est capable d'être un solide défenseur, un joueur offensif très polyvalent et qui progresse à 3 points sur les dernières saisons. Mais surtout, ils récupèrent le choix de draft 2026 des Pacers, seulement s'il tombe entre les pics 5 et 9, mais c'est déjà quelque chose de très intéressant. Même si les Pacers, ils ont actuellement le troisième pire bilan NBA, donc logiquement, ils devraient avoir aux alentours de ces choix-là. Les récentes drafts, elles ont quand même bien montré que les pourcentages ne restent que des pourcentages et que finir dans les derniers ne garantit en aucun cas de garder sa position durant la draft. En plus, soit les Clippers, ils obtiennent ce pick s'ils tombent dans la range 5 à 9, soit le pick sera converti en celui des Pacers en 2031, qui sera sûrement une fin de cycle pour leur équipe et qui donc sera sûrement un pick assez haut. En plus, ils ont obtenu leur pick du premier tour de 2029 qui peut déjà être intéressant pour un pick qui peut déjà être haut si les Pacers finissent leur cycle plus vite ou alors pour un trade dans le futur. Énorme retour pour Zubac selon moi, malgré le fait qu'ils sont un très bon joueur, et les Clippers préparent très très bien l'après Kawhi Leonard et James Harden qui lui aussi a été transféré. Justement, c'est le quatrième trade qu'on va voir de cette vidéo, c'est le trade de James Harden à Cleveland. Donc pour moi, pour Cleveland, c'est un 8 sur 10. Donc c'est un trade déjà qui est quasi sec, en fait, ils ont juste échangé Harden contre Garland, ils n'ont pas eu à libérer du capital de draft, à part un pick du second tour. Les Cavaliers reçoivent donc un joueur plus vieux, mais paradoxalement, il est beaucoup plus disponible que Darius Garland, et surtout avec plus d'expérience en playoff, malgré une réussite, on le sait, assez mitigée. Les Cavaliers, ils viennent bien en ce milieu de saison, ils sont quatrième à l'Est, ils sont beaucoup plus réguliers offensivement et défensivement qu'en début de saison. Mitchell, il n'est pas certain de signer une extension de contrat au sein de la franchise. Les Cavs veulent mettre toutes les chances de leur côté pour avoir du succès en playoff et pour le convaincre de rester potentiellement. Ils ont raté leur playoff 2025 alors qu'ils étaient grands favoris de la conférence Est, en partie du fait des blessures de Mobley et surtout Garland qui avait déjà été blessé en plus en playoff 2024. Donc même si Harden, on le sait, comme j'ai dit, c'est pas le meilleur playoff performer, il sera 100% disponible et ça reste un des meilleurs meneurs offensivement toute la NBA. Le backcourt Mitchell et Harden, c'est le plus dynamique NBA selon moi. Les lacunes défensives sont évidemment le prix à payer, mais ça changera peu lorsqu'il y avait Garland qui lui aussi est une liabilité défensivement, on le sait. Et les Cavs ont une structure défensive solide autour. Plus, ils ont ajouté Schroeder et Keon Ellis contre DeAndre Hunter, qui a un gros retour de leur part. Donc leur structure défensive est encore plus solide avec une meilleure rotation, ce qui fait pour moi c'est un 8 sur 10 pour eux ce trade. Et pour les Clippers de l'autre côté, c'est aussi un 8 sur 10. Alors c'est un trade qui est donc très équitable selon moi parce que même s'ils ont sûrement un peu perturbé leur fin de saison régulière et leur objectif de playoff avec les trades qu'on vient d'évoquer, ils ont vraiment mis l'accent sur une vision long terme. Garland, il a 10 ans de moins que Harden, il sera le leader du backcourt des Clippers pour les prochaines années. C'est un excellent playmaker, un très bon driver au cercle et un shooter à 39% à 3 points en carrière malgré un volume élevé avec plus de 6 tentés par match en carrière également. Avec ce trade et celui de Zubac, les Clippers veulent apporter un vent de renouveau et préparer l'après Kawhi dont le futur sera apparemment discuté cet été. Et donc plus de jeunesse et de récupération de capital de draft perdu dans les trades de Paul George notamment pour jouer un basket plus moderne avec plus de vitesse en transition. Et donc ce trade, même s'il va pas payer tout de suite, le virage pris par la direction des Clippers est très intéressant, ce qui fait de ce trade selon moi un excellent move de leur part, dans l'objectif de rajeunir l'effectif et de repartir sur un nouveau cycle. Et maintenant, le cinquième et dernier trade qu'on va voir de cette vidéo, c'est le trade de Jaren Jackson Jr. au Jazz. Donc c'est également un trade extrêmement surprenant, on se doutait bien que Memphis voulait partir dans une phase de reconstruction, mais selon tout le monde, tous les observateurs, c'était plutôt Ja Morant qui allait partir en premier, au final c'est Jaren Jackson Jr. et c'est Ja Morant qui reste. Donc le Jazz, pour moi, ils font une assez bonne opération. J'ai noté ça 7 sur 10. Ils récupèrent un intérieur moderne qui est capable de jouer ailier fort ou pivot. Un des meilleurs intérieurs NBA en termes de stretching avec plus de 36% à 3 points sur 5 tentatives par match. Tout ça en étant un des meilleurs défenseurs NBA, même s'il est plus à son niveau de 2023 où il avait plus de 3 comptes par match. Cette saison, il a plus de 1,5 contre et une interception par match, qui est un des seuls joueurs NBA à le faire avec Scottie Barnes. Donc ça montre l'impact du joueur parce qu'on sait voilà que c'est très 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 dur de faire ça. Et les deux joueurs que je viens de citer sont des très très bons défenseurs. Il a que 26 ans et potentiellement, même quasiment sûrement, ses meilleures années encore devant lui. Le Jazz se construit donc un futur très intéressant, surtout pour la saison prochaine. Ils vont continuer de tank en limitant les minutes de leurs stars, comme ce qu'ils viennent faire contre le Magic où ils menaient 17 points, ils ont fait sortir Keyonte George, Lauri Markkanen et Jaren Jackson Jr. et ils ont perdu le match. Donc ils vont continuer de faire ça en limitant toutes leurs minutes pour obtenir un pic élevé dans la draft 2026 qui s'annonce très prometteuse comme je l'évoquais dans plusieurs vidéos. Et en plus de ça, ils vont donc miser sur leurs jeunes joueurs
Keyonte George, S. Bailey, Isaiah Collier, le retour de Walker Kessler qui était out pour la saison. Et donc l'année prochaine, ils seront entourés de deux joueurs très polyvalents au poste intérieur ou ailier, en Mark Cannon et Jaren Jackson Jr. Ce qui fait de trade un trade à la fois court terme parce qu'ils pourront l'année prochaine commencer à se battre pour le milieu de la conférence, le play, voire la place 5 ou 6 de la conférence Ouest si vraiment le jeu prend et l'effectif marche, mais à la fois assez long terme parce qu'au final, ce trade, il leur amène un joueur de 26 ans qui aura 27 ans en début de saison prochaine. Donc pour un projet à long terme avec tous ces jeunes joueurs, ça sera quand même très intéressant. C'est pour ça que ce trade pour moi est très très bon. Pour les Grizzlies maintenant, je vais mettre la note de 7 sur 10 parce qu'ils continuent dans leur processus de reconstruction, ce qui est pour moi la direction qui était à prendre. Ils ont quasi définitivement tourné la page sur l'ère Bane, Jaren Jackson Jr. et Ja Morant qui partira certainement l'été prochain. Ils ont récupéré 3 picks du premier tour avec ce trade. Donc les picks, c'est le pick le plus haut en 2027 entre Utah, Minnesota et Cleveland, le pick 2027 des Lakers et le pick 2031 des Suns, donc c'est très intéressant. Ils récupèrent un rookie avec du potentiel en Walter Clayton Jr. et ils misent sur une progression de Tyler Hendricks, qui était le pick 9 de la draft 2023, assez décevant jusque-là. Pour matcher les salaires, ils ont récupéré des vétérans qui seront, selon moi, pas inscrits à long terme dans le projet de Memphis avec Kyle Anderson et George Niang. Donc en termes de retour de joueurs, c'est pas dingue, on va pas se mentir, mais ils récupèrent quand même des joueurs prometteurs avec Walter Clayton Jr. notamment que je viens d'évoquer. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'objectif, ça va être clairement de tanker en cette fin de saison pour récupérer un pick du top 5 potentiellement, parce qu'ils ont actuellement le 8e pire bilan, et vu les joueurs qui sont out de leur rotation, en termes notamment de Ja Morant, et les joueurs qui sont trade avec Vince Williams Jr., qui fait aussi partie du trade Jaren Jackson Jr., et donc justement Jaren Jackson Jr., ça va être très très bizarre leur fin de saison. Je pense qu'ils vont vraiment se rapprocher des places les plus basses de la NBA, ce qui est la bonne direction à prendre, parce qu'ils veulent tanker, avoir un nouveau pick, continuer leur reconstruction avec les picks qu'ils ont obtenus dans les trades de Bane, de Jaren Jackson Jr. et ceux qu'ils obtiendront dans le trade de Ja Morant cet été. Donc voilà, ça va être intéressant pour Memphis. Le futur s'annonce assez long pour les fans de la franchise, mais très intéressant néanmoins. Bon les mecs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, ça m'aiderait beaucoup. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les mecs, que Dieu vous bénisse.